Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre conseiller pédagogique en terminale enseignement scientifique. J'espère que vous allez très très bien. Cette dernière séance du coup avant les vacances, j'espère qu'elle vous servira parce que vous aurez un contrôle dès qu'on reviendra en présentiel. Si jamais on y revient, je l'espère. Dans tous les cas, j'espère aussi que, vu que je vous ai en classe principale, que tous vos vœux Parcoursup sont faits, sont confirmés et que vos lettres de motivation aussi. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi par mail ou par n'importe quel autre biais afin de vous faire corriger vos lettres de motivation, c'est super important. Et surtout, à tous ceux qui me regardent là, confirmez vos vœux, c'est super important. Même si vous mettez que 40 lignes, 40 caractères, pardon, pour exprimer vos préférences sur la zone géographique, etc. Faites-le, c'est super important, dès maintenant. Sur ce, maintenant que le message de prof principal est passé, en espérant qu'il ne fasse pas le con derrière moi, on y va. On est tout de suite parti sur la correction de vos exos. Du coup, il y avait à faire pour aujourd'hui le 11 et 12, page 171. Et on s'y attaque tout de suite. Donc, premier exercice, c'était un regard critique sur la série Tchernobyl et on vous demandait lorsqu'il fonctionne, est-ce que les réacteurs nucléaires émettent peu de gaz à effet de serre, produisent-ils autant d'énergie à 100% décarbonée et renouvelable? Et bien du coup, dans le cycle de vie du nucléaire, il faut savoir que pendant la durée de fonctionnement, il n'y a pas d'émission de carbone, il n'y a pas d'émission de gaz carboné pendant la durée de fonctionnement, seulement d'un gaz à effet de serre qu'on a parlé assez souvent, qui est la vapeur d'eau. Mais sinon, il n'y a pas de gaz carbonés qui sont rejetés pendant le fonctionnement. Par contre, quand le gaz n'est, enfin pardon, quand la centrale n'est pas en fonctionnement mais en période de démantèlement ou en période d'installation, ou même quand on va chercher le minerai d'uranium à la mine et qu'on vient le traiter ou le retraiter après, donc après recyclage, tout ça sont des opérations qui émettent du CO2, et donc là on peut dire que l'énergie nucléaire finalement n'est pas quelque chose qui est 100% décarboné. Par contre, attention, l'uranium ça provient du sol, c'est pas en quantité très 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 grosse, et surtout on voit bien que au fur et à mesure qu'on va prendre des parcelles de terre pour en extraire de l'uranium, on voit que au fur et à mesure les mines s'appauvrissent et que la matière n'est pas que la matière du coup n'est pas infinie, donc pas renouvelable. Numéro 2. Quel est le principal risque qui fait que leur utilisation est controversée? Eh bien en fait, c'est surtout les risques radiochimiques et catastrophes nucléaires qui sont les principales causes euh, de du fait que ce soit assez controversé, que ce ne soit pas apprécié de tous. Et ça, ça se retrouve suite aux catastrophes en 86 de Tchernobyl et en 2011 de Fukushima. Donc du coup, le risque d'avoir une émission brutale dans l'atmosphère de produits radioactifs ou d'une explosion nucléaire suite à la fonte du réacteur. 3. Quelles parades ont été prévues par les autorités en cas d'incident? Eh bien, tout ce qui a été prévu pour l'instant par les autorités, c'est dans une zone de 10 km autour de la centrale. Euh, il y aura du coup une évacuation de la population, tout simplement. Et pour les rejets de faible intensité, ces populations vont devoir ingérer de l'iode stable, donc de l'iode 127, euh, afin de se protéger de l'iode radioactif qui pourrait planer dans l'atmosphère et qui est de nature 131. 4. Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 4,8 a secoué l'Ardèche et la Drôme. On appelle seuil d'investigation une mesure sismique à partir de laquelle on procède à des investigations complémentaires dans une installation nucléaire. Recherchez pourquoi ces mesures réalisées dans la centrale du Tricastin située à proximité n'ont pas atteint ce seuil. Alors la centrale de Tricastin, c'est la centrale qui est au début de la Drôme, si vous arrivez par le sud. Donc c'est à peine au sud d'Avignon. C'est une centrale qui du coup est en activité depuis un petit moment et devant laquelle je passe assez souvent. Donc du coup je la connais bien maintenant. Et il faut savoir que ces mesures du coup qui ont été du coup menées à Tricastin
n'ont pas enregistré l'intensité des vibrations sismiques comme s'ils y étaient à la magnitude de 4,8 quoi. Elles ont enregistré des vibrations qui étaient 22 fois moins importantes et donc du coup ben ça a pas été un niveau suffisant pour atteindre un seuil qui était inquiétant. Voilà. D'ailleurs, la photo que j'ai prise juste là, parce que c'est pas la même que celle du cours, je l'ai plus, celle du cours, je sais pas où je l'ai mis. Il faut savoir que c'est plus du tout la même centrale du coup, mais celle d'avant, il me semblait bien que c'était Tricastin, donc du coup la centrale qui est près de la ville de Pierrelatte. Donc c'est dans la Drôme, ça, un département 26. Numéro 12, le cas du Japon. On nous demande en première question quelle est l'évolution globale de la consommation d'électricité du Japon entre 90 et 2013. Et il faut savoir que le Japon, c'est quand même un pays qui s'est lourdement développé de manière high-tech et technologique. Donc du coup, sa consommation d'électricité a quand même vachement augmenté. Et si on regarde dans le tableau qui est ici, dans le tableau de l'évolution de la population, dans le document C, et surtout dans le document A qui nous intéresse pour cette question-ci, on peut voir que la consommation d'électricité au Japon a augmenté en 23 ans de 24%. Donc du coup, pratiquement un an, 1%. Donc c'est quand même assez énorme. C'est un quart de plus qu'il y a un quart de siècle. Donc du coup, c'est quand même une grosse augmentation de la consommation. Sachant que la population n'a pas non plus drastiquement évolué entre 90 et 2020. 2. Peut-on l'expliquer par l'augmentation de la population ou par une autre raison? Et bien du coup, ça ne peut pas s'expliquer par l'augmentation de la population, car comme je vous avais dit, entre 90 et 2020, on n'a pas eu beaucoup d'augmentation. Et même depuis 2010, ça tend à descendre. Du coup, l'explication de la hausse de la consommation par habitant, eh bien, c'est juste des besoins toujours plus énergivores, hein. Vous avez toujours le développement des nouvelles technologies, des téléphones portables qui deviennent de plus en plus prenants d'énergie, les batteries externes du coup qui accompagnent la plupart des gens. Il y a eu pas mal de jeux mobiles qui sont sortis qui prenaient pas mal de batteries, et donc du coup les batteries externes commençaient à arriver aussi sur le marché à cette époque-là. Vous avez pas mal de choses qui sont assez illuminées toute la nuit aussi, comme les quartiers qu'il y a par exemple à Osaka, le quartier de Shibuya à Tokyo. Pas mal de choses du coup qui restent éclairées tout le temps, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, des centres de jeux qui restent ouverts toute la nuit aussi. Enfin bref, il y a toujours des quartiers au Japon qui ne dorment jamais, et donc du coup cette consommation d'énergie avec les gens qui sont de plus en plus là-bas, les touristes, etc. Mais tout ça conduit en fait à une hausse de la consommation depuis ces 20 dernières années. 3. Est-ce surprenant pour un pays comme le Japon? Eh bien non, ce n'est pas très surprenant pour un pays comme le Japon, qui attire des masses et des masses de touristes tous les ans, dans des villes comme Tokyo, Kyoto, Osaka par exemple, et avec des quartiers qui vraiment ne dorment jamais et qui vivent à la fois au rythme de la ville elle-même, du fuseau horaire de Tokyo, comme à celui de n'importe quel autre fuseau horaire. Et des touristes du coup qui s'y retrouvent très bien là-bas pour s'acclimater au changement d'horaire. 4. Commenter les changements intervenus et leurs causes. Eh bien, vous pouvez déjà voir que les changements intervenus, le gros changement qui est intervenu du coup au Japon durant ces 10 dernières années, et surtout depuis 2011 précisément, c'est l'énorme baisse de la part de production énergétique du point de vue nucléaire. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été comme un déclic dans la population et dans le gouvernement japonais depuis 2011, c'est que depuis la catastrophe du coup de Fukushima, qui a été engendrée par un séisme de magnitude 9,2, 9,3 de mémoire, et bien en fait le Japon ne s'est senti du coup pas préparé à pouvoir lutter contre des catastrophes naturelles de cette ampleur, et donc du coup ils ne peuvent pas garantir la sécurité d'une centrale nucléaire au point de vue de leur situation géologique. Et c'est pour ça que le Japon a finalement mis fin à son, enfin,
Enfin, non, parce que ça s'arrête pas tout de suite, mais c'est pour ça que le Japon a lourdement freiné euh, sa production d'électricité par voie nucléaire. Et donc du coup, bah, pour remplacer ça, ils se sont majoritairement rabattus sur la consommation d'énergie fossile. Et ça, c'est vraiment quelque chose bah, qui a marqué un tournant dans le nucléaire du Japon. Et bien sûr, le gouvernement japonais est en train d'essayer de trouver un autre moyen pour pallier bah, la pollution engendrée par cette augmentation de l'énergie fossile dans la part du mix énergétique japonais. 5. Quel problème cela pose-t-il au pays? On citera un problème lié à l'économie et un autre lié à l'environnement. Bah, vous avez du coup bah, un gros problème écologique et environnemental qui est l'augmentation de l'utilisation d'énergie fossile. Donc du coup le dégagement de gaz à effet de serre et surtout de gaz carboné bah, dans l'atmosphère japonaise, qui est du coup bah, à plaindre parce que les villes japonaises sont à forte densité. Déjà le Japon a une densité qui est de mémoire entre 3,5 et 4 fois supérieure à celle de la France. J'ai pas vérifié, mais il faudrait que je vérifie ce chiffre. Mais bref, le Japon est beaucoup plus dense que la France, et donc dans les villes à forte densité comme Tokyo, Osaka, ben, vous avez forcément une grosse pollution qui s'occasionne, et forcément ça va avoir un impact sur la majorité de la population qui est concentrée là-bas. Donc ça, c'est par rapport aux gros impacts liés à l'environnement. Et puis, par rapport à l'économie, bah, l'énergie fossile, bah, le Japon n'en est pas producteur, donc du coup, c'est quelque chose qu'il va devoir importer, et tout ça va coûter des sous, en même temps que démanteler les centrales nucléaires dont ils ne se servent plus, tout en finançant aussi bah, le nettoyage de la catastrophe de Fukushima en 2011. Donc forcément, entre 2011 et 2020, ça a été plutôt difficile pour le Japon de s'en sortir financièrement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme étude de cas, qui sont des cas qui sont quand même assez ciblés. On a vu l'Allemagne, on a vu la France, on a vu le Japon. On aurait pu faire aussi les USA, mais bon, on va s'en contenter hein, pour l'instant. Le Japon est très intéressant à étudier point de vue nucléaire. C'est quand même quelqu'un qui s'est sorti il y a pas longtemps du nucléaire, et donc du coup, dont l'exemple est assez récent. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite en même temps de bonnes vacances, parce que les vacances du coup commencent cette semaine, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les annonces de Monsieur Macron à la télé. Donc les vacances commencent cette semaine, je vous souhaite de bonnes vacances, mais n'oubliez pas aussi de rester bien travailleur et de rester surtout connecté à Pronote pour valider vos vœux, confirmer vos vœux et surtout regarder s'il ne faut pas des pièces justificatives en plus ou si on ne vous demande pas quelque chose comme une confirmation de vœux, etc. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la rentrée du coup pour le nouveau thème.